BFM Business, BFM Crypto, le club. C'est votre complément crypto désormais au quotidien. On apprend chaque jour aux alentours de 16h35 l'autre flanc de la montagne, cet autre flanc qui attire à son tour la lumière et sur lequel certains estiment que l'herbe pousse de plus en plus. Cet autre flanc de la montagne, c'est la finance liée au blockchain, au Web3, les cryptos, les NFT. Pauline Armandé vient de nous rejoindre. Bonjour Pauline. Bonjour. Journaliste pour notre nouveau site BFM Crypto. Valentin Demey, journaliste pour Crypto, c'est avec nous aussi. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Et Louis de Froissart, associé de Montaigne Conseil et Patrimoine. Bonjour Louis. Bonjour Guillaume. Bienvenue, un CGP cryptophile. Autant vous dire qu'il est pionnier. Vous nous expliquerez ce qui vous a aidé à vous convertir. Laurent Pignot aussi avec nous pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. Bonjour. On va démarrer avec vous Laurent pour parler des cours des cryptos. Bitcoin qui semble avoir du mal à s'extirper de la zone des 39-40 000 $ depuis de nombreux jours. Quel niveau de prix d'après vous et surtout quels éléments faudra-t-il surveiller sur le Bitcoin à court terme ? Alors le cours du Bitcoin est clairement sur le fil du rasoir actuellement Guillaume. Alors techniquement parlant, à court terme, le prix tente de préserver cette borne basse d'un canal qui a finalement pris forme en début d'année 2022. Alors si nous prenons les bougies en cours de clôture, le canal a été franchi à la baisse ces derniers jours et désormais l'ultime rempart de ce canal est finalement sa borne basse, mais en prenant en considération les mèches des bougies journalières. Alors c'est cette zone des 37 500, 38 000 $ qu'il va falloir surveiller à court terme. Et si cette zone, en n'étant pas défendue par les acheteurs, n'est finalement pas défendue, le prochain support, cette fois-ci en échelle de temps hebdomadaire, se retrouve au niveau des 35 000 $. Avec une vision peut-être un petit peu plus positive, si le prix réagit fortement et avec du volume à la hausse sur ces supports, dans ce cas, nous pourrions, dans un premier temps, retourner vers la résistance des 45 000 $, une zone qui a finalement régulièrement fait office de barrage, de frontière aux acheteurs. Et puis ensuite, si cette zone est franchie, nous pourrions viser le haut de ce canal dans la zone des 51 000 $. Alors finalement, si nous prenons un petit peu de recul, on remarque qu'on est dans un gros range, une grosse phase de latéralisation du prix depuis de nombreuses semaines. Et tant que les gros niveaux de support tiennent et ne cèdent pas aux forces vendeuses, cette zone se révèle plutôt bénéfique pour le Bitcoin. Cette zone pourrait être tout simplement une zone de stabilisation, une zone de construction et d'accumulation des acteurs, des crypto-investisseurs sur le Bitcoin, qui permet finalement que le marché gagne en maturité au fil du temps. La maturité, ça passe par une corrélation accrue avec le Nasdaq ou pas ? On voit quand même cette corrélation croître. Est-ce que pour anticiper d'ailleurs le potentiel technique du Bitcoin, vous regardez aussi, Laurent, de plus en plus celui du Nasdaq ? Effectivement, oui, c'est un point de vigilance à soulever. On remarque qu'il y a une corrélation qui est de plus en plus positive entre le Nasdaq et le Bitcoin ces dernières semaines. Et l'indice américain, si on regarde graphiquement aussi, se retrouve actuellement sur un support majeur. Et s'il venait à être franchi durablement, clairement, il pourrait embarquer le Bitcoin avec lui. Mais pour l'instant, ça tient. Dans un contexte macroéconomique qui est quand même très tendu, qui est accaparé par ces banques centrales et le relèvement des taux d'intérêt pour lutter contre cette inflation galopante. Donc, dans cette situation, on peut supposer que les crypto-investisseurs, ces acteurs du marché, se laissent un petit peu porter par ce contexte économique qui intrinsèquement n'a pas de catalyseur haussier, on va dire, à court terme. Sur l'Ether, quel potentiel technique sur la deuxième plus grosse crypto en capitalisation ? Alors, nous sommes pas loin de la situation du Bitcoin. Techniquement, c'est assez neutre. Nous sommes dans une phase de compression, de neutralisation du cours. Nous sommes toujours dans ce canal qui est borné en haut par les 3 500 $ et en bas par les 2 500 $. À court terme, donc, ce sont ces niveaux qu'il va falloir surveiller. Le cours de l'Ether gravite autour des 3 000 $, un petit peu en dessous actuellement. Techniquement parlant, c'est peut-être un petit peu moins alarmant que le Bitcoin. Mais nous le savons, Guillaume, comme d'habitude, si le Bitcoin qui drive le marché, qui dirige le marché d'une main de maître, s'il venait chuter drastiquement, l'Ether partirait avec lui par le bas. Dernière question. Une troisième crypto. On aime bien apporter, oui, c'est vrai, des idées de diversification aussi à ceux qui nous suivent, en précisant à chaque fois que cet univers reste très spéculatif et qu'il ne faut y investir que l'argent que l'on est prêt à perdre. S'il fallait comme ça mettre en avant aujourd'hui une crypto en plus, parce que vous y avez détecté des signaux techniques intéressants pour la suite, quelle serait cette crypto, Laurent ? Alors, il y a l'AVAX d'Avalanche, la crypto-monnaie AVAX, qui se retrouve sur un niveau qui est particulièrement solide, qui a fait office de support et de résistance de nombreuses fois dans le passé.
Donc c'est cette zone-là, des 69-70 $, qui pourrait faire une nouvelle fois barrière aux forces vendeuses. En tout cas, techniquement parlant, hein, si encore une fois, si le Bitcoin ne vient pas se faire une frayeur en dessous des supports que j'ai évoqués précédemment. Laurent Pignot pour Zone Bourse, analyste. Merci Laurent de nous avoir accompagnés sur les cours et le potentiel technique des différentes cryptos. Pauline, dans un instant, vous nous parlerez de Ledger face à la réglementation européenne. Ledger qui avance ses propositions. Ce sera dans quelques minutes. Juste avant, l'événement du jour dans l'univers des cryptos. 8 mois après El Salvador, un autre pays accepte, Valentin, le Bitcoin comme monnaie légale. Ce pays, c'est la Centrafrique. Exactement, la République Centrafrique qui a officialisé hier. On a eu un peu de doute pendant toute une période et ces doutes se sont dissipés et ça a été confirmé aujourd'hui, effectivement. Ce deuxième pays, 8 mois après El Salvador, qui autorise et accepte Bitcoin comme monnaie légale, aux côtés du franc CFA, du coup. Alors, c'est globalement la même chose qu'avec le Salvador. On a bien compris l'utilité de ça. Le signal aussi, même si c'est vrai qu'on a l'impression que le signal est peut-être un peu moins fort. Un peu comme à l'époque où Tesla avait accepté Bitcoin sur son site et maintenant les autres entreprises qui le font sont peut-être effacées. On est peut-être un peu habitué, mais les signaux sont forts. Peut-être à relativiser, on a quelques chiffres. L'ONU nous rappelle que c'est le deuxième pays le moins développé, même si c'est toujours très important d'avoir des signaux comme ça, très clairement. Et puis peut-être deuxième chiffre, c'est 11% de la population aurait accès à Internet dans ce coin-là. Donc, bon, est-ce que ça va changer grand-chose ? On s'interrogeait sur est-ce que le Bitcoin a pris de la valeur depuis ? Bon, a priori, non, il n'a pas explosé. Mais encore une fois, c'est des signaux qui sont forts. Monnaie légale dans un pays, le deuxième pays au monde, on sait qu'il y en a d'autres qui commencent à vouloir le faire. Donc c'est toujours des signaux très, très intéressants. Et c'est donc désormais le cas depuis hier. Oui. Monnaie légale. Ça apporte quoi à un profil de pays comme la République centrafricaine ou le Salvador ? Ce sont deux pays très différents, mais on est quand même dans le monde à peine émergent. Voilà. Oui, c'est une vraie question. Il y en a qui vont dire que c'est très bon signal et d'autres qui vont dire bah non, justement, c'est des pays qui sont trop petits, donc c'est pas forcément une bonne idée. Alors c'est d'un côté peut-être laboratoire du monde, de l'autre c'est aussi une partie prise de signaler au monde et aux investisseurs potentiels. Regardez, nous on est capable de le faire. Ça a marché au Salvador. Globalement, ça a attiré énormément d'investisseurs. Le minage a énormément pris de place dans ce coin au Salvador. Donc il y a effectivement une volonté aussi d'inverser peut-être le cours de ce monde-là et d'inverser la vapeur et de donner toujours de plus en plus de place. Et ça s'oppose totalement aussi au CBDC. C'était la question qu'on avait il y a quelques semaines. La différence, la fraction du monde entre les monnaies numériques de banque centrale, ceux qui vont prendre leur euro numérique et faire la même chose, le dollar numérique, et puis ceux qui vont prendre Bitcoin comme monnaie légale. Ça va scinder ce monde en deux parties. Et on commence à en voir les contours aujourd'hui, très clairement. Et donc un deuxième pays, en l'occurrence la République centrafricaine, accepte le Bitcoin, fait du Bitcoin sa monnaie légale, aux côtés, vous le disiez, du franc CFA. Louis. Conséquence fiscale très intéressante. La France n'a là non plus pas rappelé son ambassadeur, ce qui voudrait dire que Bitcoin pourrait changer de statut légalement et devenir une monnaie, puisque Bitcoin a cours légal maintenant dans 2 pays. La France n'a pas réagi sur cette nouvelle, ce qui veut dire que Bitcoin ne pourrait peut-être plus être une crypto-monnaie, mais simplement une monnaie. Donc faisons attention à ces possibles conséquences. Oui. On verra si c'est un pas supplémentaire, en tout cas significatif, vers une généralisation à venir des cryptos. Il y a d'autres pays dont on imagine qu'ils prendront le pas eux aussi et qu'ils vont donc adopter à leur tour les cryptos comme monnaie légale. Ouais, ça fait un moment qu'on a quelques interrogations, notamment sur le Mexique où tous ces pays. le Mexique, ce serait autre chose. Là. Ouais, ce serait. Alors, c'est une autre dimension. C'est des autres dimensions. Là, globalement, il y a sur la liste, shortlist, peut-être 5 pays qui, dans les prochains mois, les prochaines années, pourraient faire la même chose. Et là, continuer d'accentuer cette différence entre les monnaies numériques de banque centrale et le Bitcoin. Et effectivement, peut-être changer les statuts. Alors là, c'est des grands débats, effectivement, de fiscalistes et même plus, de se dire, est-ce que ça va changer le fait que ça soit reconnu dans un pays, notre fiscalité à nous? C'est la grande question actuellement. On évoquera Terra dans un instant, mais d'abord un autre signe, cet autre signe de la montée en puissance de l'univers crypto et blockchain dans notre monde normal et habituel. Ça parlera d'ailleurs aussi aux investisseurs en bourse. Fidelity, le géant de la gestion d'actifs Fidelity, ouvre le Bitcoin à ses plans d'épargne retraite aux États-Unis. Oui, c'est là aussi effectivement un gros signal. Donc globalement, on sait comment fonctionnent les retraites aux États-Unis, c'est par capitalisation. Et là, maintenant, ce gros fonds qui permet effectivement d'investir, qui permet aux Américains de préparer leur retraite, propose à hauteur de 20% maximum aux salariés des entreprises. Et on sait déjà que certains iront, notamment MicroStrategy, qui représente beaucoup dans l'écosystème, qui proposera ça à ses salariés, bien de commencer à préparer sa retraite en Bitcoin à hauteur maximum de 20%. Mais là aussi, encore une fois, c'est un grand signal. C'est-à-dire que cette fameuse frontière entre les deux mondes continue de se réduire
comme on dit souvent sur ce plateau. Oui, alors vous avez en face de vous un conseiller en gestion de patrimoine. Intéressant, Fidelity qui ouvre les plans d'épargne retraite de Bitcoin. Ça va vous faire rêver, Louis. Ça me fait pas rêver, j'ai déjà jaloux. Non, vous êtes jaloux. Pas du tout jaloux. J'ai demandé justement à un gestionnaire d'actifs, à une banque, déjà de faire un PER titre. Je peux pas dire qui c'est. Et donc, je sais que le PER titre avance. Plan d'épargne retraite, PER. Plan d'épargne retraite, exactement. Et je dis, mais surtout, l'étape d'après, il faut viser l'étape d'après. C'est-à-dire faire un PER titre, un plan d'épargne retraite titre, c'est bien, mais il faut aussi viser avec un dépositaire, et on pourrait l'avoir avec la banque de Lubac, par exemple, un dépositaire qui pourrait nous faire la partie crypto. Et pour moi, qui ai une vision long terme, retraite long terme, eh bien, la crypto peut tout à fait venir compléter une épargne classique en titre. Oui, je veux bien, mais sauf que c'est de moins en moins diversifiant le Bitcoin, puisque le Bitcoin suit le Nasdaq. Donc ça sert à quoi ? Autant mettre du Nasdaq pour préparer sa retraite, oui. Parce que la différence, c'est que là, on n'a pas eu de halving depuis qu'on parle de ça. C'est-à-dire que si on regarde ces éléments avec une toute petite lunette, effectivement, on a une volatilité qui est forte et on a une corrélation avec le Nasdaq. Prenons comme tout temps d'investissement, le temps d'investissement est un temps long, et à ce moment-là, on verra une décorrélation. Ou je me trompe, et on aura une corrélation, mais on a peut-être d'autres actifs. Le potentiel dépendra aussi de la future réglementation, quels que soient les pays, les continents, et la réglementation européenne. Pauline Armandet pour notre site BFM Crypto. Selon vos informations, Pauline, Ledger, la licorne française, le champion français Ledger, va publier une proposition qui vise à améliorer la réglementation sur le blanchiment d'argent. Oui, effectivement, selon nos informations. Alors, peut-être pour expliquer un peu dans quel contexte ça s'inscrit. Ça s'inscrit dans le cadre des négociations TFR. On sait que demain va avoir lieu un trilogue à Bruxelles entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil sur TFR. Ils vont notamment aborder des sujets comme les unwasted wallets ou encore les relations entre les différentes réglementations, que ce soit MiCA et TFR. Et en fait, pour la petite histoire, le patron de Ledger avait publié sur LinkedIn un post en mentionnant notamment la députée européenne Aurore Lalucq. Qui ça Aurore Lalucq. Aurore Lalucq, on le répète parce que les fans de crypto adorent aussi Aurore Lalucq. Donc, voilà. Oui, qui défend des positions qui sont évidemment qui ne sont pas appréciées par le secteur en général de la communauté crypto. Oui. Et ils avaient dit, notamment dans ce post LinkedIn, on va publier des propositions constructives sur la réglementation TFR. Alors, vous allez nous dire ce que propose Ledger. D'abord, que contient le document de Ledger ? Alors, que vous vous êtes procuré, Pauline, en avant-première pour nos auditeurs sur BFM Business. On s'est donc procuré ce document. C'est un document de 26 pages, donc qui est assez long. Et globalement, les deux axes en fait de ce document, ça consiste à dire que TFR est, à leurs yeux, injustifié, non proportionnel. Et ils proposent, dans ce sens, en fait, des recommandations aux décideurs politiques. Alors, ils donnent différents exemples. Par exemple, en termes de blanchiment d'argent, ils expliquent que si le blanchiment d'argent est effectivement un problème, et c'est normal de vouloir lutter contre ça, ils disent qu'il représente une infime partie du volume illicite déplacé dans le système financier, seulement 0,15% des transactions en crypto-monnaie en 2021. Moins que le dollar, a priori, d'ailleurs. Oui, impliquait un élément de criminalité. Ça fait partie des exemples qu'ils donnent notamment. Bon, des recommandations précises du coup. Ça c'est le diagnostic Ledger auprès des autorités des instances européennes. On est en pleine négociation, discussion sur la future réglementation. Que prône Ledger ? Alors, il donne 4 recommandations précises. On va en parler de 2 notamment. Alors, il recommande aux décideurs politiques de ne jamais dépasser les recommandations du GAFI. C'est le groupe d'action financière qui donne notamment des normes en matière financière. Et il pense notamment aux recommandations 15 et 16 qui sont considérées comme poussées à l'extrême pour le secteur des crypto-monnaies. Par exemple, il y a une recommandation qui vise à vérifier l'identité d'un client qui est détenteur de crypto-monnaies. Et comme on le sait, c'est clairement une mesure qui va à l'encontre aussi de ce système qui se veut décentralisé par rapport aux crypto-monnaies. Bon, Ledger se sent vaguement visé par la future réglementation, justement. C'est pour ça qu'il passe à l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. On peut le résumer comme ça, éventuellement. Effectivement, en tant que unwasted wallet, c'est clairement effectivement des acteurs qui ont été mentionnés dans le cadre de ces négociations TFR. Et donc, en se sentant visés, ils vont publier ce position paper en essayant de peser sur les débats. Valentin, Ledger a raison de passer de la défense à l'attaque pour anticiper, essayer de peser sur ces discussions et essayer de maîtriser une partie de son avenir quand même, parce qu'on est au cœur de son business là. Une partie de son avenir, aussi une partie de l'avenir de l'écosystème en Europe. Parce que c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Effectivement, Pauline, vous avez très bien résumé la situation. Aujourd'hui, ces interrogations,
il faut les prendre comme elles sont. Et c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir se débarrasser de TFR a priori. C'est logique de vouloir les adapter dans le cadre de la réglementation du GAFI, c'est-à-dire dans ce qui se fait de plus correct au niveau mondial. C'est-à-dire que là, on a effectivement l'Europe qui se détache un petit peu et qui prévoit d'aller plus loin que ces recommandations-là, notamment sur la partie sur laquelle il va falloir travailler et coopérer, et j'en discutais avec la DAN il y a quelques semaines, quelques jours, bien évidemment la communication entre les plateformes PSAN européennes qui doivent notifier des échanges de crypto-monnaies, qui est le bénéficiaire, qui réceptionne, qui envoie, ça il va falloir bien évidemment le passer, et il va falloir travailler sur ces sujets-là parce que c'est potentiellement bénéfique et c'est la réglementation. Par contre là où c'est plus compliqué, pour Ledger et pour des on-hosted wallets, c'est-à-dire des plateformes ou des outils dont on ne connaît pas l'identité de la personne qui ouvre le compte. Parce que sur Binance, on a notre KYC ou autre, ou sur Coinbase ou ailleurs. Donc on connaît l'émetteur et celui qui réceptionne et celui qui envoie. Sur la version des on-hosted wallets, c'est pas possible d'avoir ça parce qu'on n'a par définition pas l'identité de la personne qui est à l'origine du compte. Donc on se retrouve dans une position plus compliquée en Europe où il va falloir quand même avoir ces identités. Comment peut-on avoir ces identités alors que c'est décentralisé ? Bon, donc là, il y a une des explications possibles, c'est les fameuses identités décentralisées qui peuvent être une option. On va pouvoir potentiellement délivrer sur des solutions la preuve qu'on a déposé sa carte d'identité, son passeport et signer la preuve de cette compliance. Mais ça sera toujours difficile de s'assurer que derrière, c'est bien cette personne-là qui émet la transaction. Donc en fait, c'est très compliqué. Deuxième point compliqué, c'est qu'au-delà de $1000 de retrait sur des portefeuilles un-hosted wallet depuis des plateformes centralisées, il va falloir que ça soit notifié aux autorités compétentes. C'est-à-dire TracFin en France, et on imagine bien que des transactions de plus de $1000 dans les crypto-monnaies, il y en a tous les jours. Donc ça va surcharger les plateformes qui sont déjà sous les feux de la réglementation aujourd'hui dans ce cadre-là. Ça va surcharger TracFin qui va en recevoir des dizaines, des centaines par jour parce que par définition, des $1000, on en a beaucoup. Et c'est souvent... Là aussi, c'est pour ça qu'on dit que c'est surréagi, parce que bien souvent, quand je fais un retrait, moi, de mon compte Binance, Coinbase ou autre, c'est à mon propre wallet pour aller dans la DeFi. Donc, il n'y a pas de blanchiment d'argent ou autre derrière. Donc, c'est peut-être un peu trop surestimé, dangereux pour des plateformes comme Ledger, enfin des sociétés comme Ledger qui sont on-hosted, donc qui n'ont pas la capacité d'avoir leur identité derrière. Et donc, forcément, ça crée un fouillis qui fait peur à l'écosystème. En Europe, encore une fois, parce que dans le monde, le GAFI ne suggère pas d'aller jusque-là dans les explications. Et malgré tout, cette thématique crypto continue de se démocratiser. Certains CGP s'y mettent même. On a à nos côtés un conseiller en gestion de patrimoine traditionnel devenu cryptophile, Louis-Alexandre de Froissart. Vous vous y êtes mis, vous vous êtes retroussé les manches et désormais, vous êtes pionnier dans cet univers crypto au cœur de l'écosystème des conseillers en gestion de patrimoine. La clé sera quoi pour que les gens adoptent davantage les cryptos, même les professionnels, vos confrères, vos compères? L'idée n'est pas de les conseiller, on imagine qu'ils le prendraient très très mal, mais voilà, de leur apporter des idées pour aller s'intéresser à ces cryptos. Est-ce que la première solution, c'est pas tout simplement d'accepter de se dire, quel que soit son âge et son expérience, c'est un univers nouveau, et donc quel que soit son âge et son expérience dans la gestion de patrimoine, il faut accepter de se former. Voilà, il faut accepter de se former. D'ailleurs, dans la gestion de patrimoine, tous ceux qui ont conscience de leurs limites se forment tous les ans, soit par obligation, soit par passion. Nous, on l'a toujours fait par passion, on a toujours choisi des formations payantes et d'un niveau exigeant pour pouvoir évoluer. Et c'est ce goût pour la formation et l'innovation qui nous amène à nous former. Et donc, je pense que ce soit mes confrères ou que ce soit toutes les personnes qui nous écoutent, avant d'investir ou en même temps que l'on investit, il est important de se former. Pourquoi je dis en même temps d'investir ? Parce que souvent, tant qu'on n'a pas investi, on ne voit pas l'utilité d'apprendre. Quand les gens disent « je vais apprendre et après je vais investir », je pense que c'est la mauvaise manière. Investissons même un petit peu et formons-nous pour pouvoir progresser dans les connaissances. Ça me semble la meilleure sécurité. Si on prend Bitcoin, par exemple, qu'est-ce qu'il faut savoir à minima avant d'investir ou pour investir ? Je pense que déjà, il faut comprendre ce que veut dire 21 millions. Voilà. C'est-à-dire que je comprends déjà que dans l'univers Bitcoin, j'ai 21 millions de jetons, point final. Ça, c'est l'information importante. Et à mon plus grand étonnement, j'ai vu des gens qui avaient investi qui n'avaient même pas conscience de cela. Ensuite, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. On dit souvent que Bitcoin n'est assis sur rien. Eh bien, la première des choses à voir, c'est à comprendre ce sur quoi Bitcoin est assis. Et en fait, c'est la proposition de Bitcoin, c'est une manière évidente et nouvelle de transférer l'information la plus importante qui est la valeur d'une personne à une autre
peer-to-peer, on a connu Napster, et ceux-ci s'en tirent de confiance avec une sécurité absolue. Et c'est cette capacité de calcul, cette monnaie commune qui apporte l'ensemble de ces éléments. Il faut comprendre un minimum ces choses-là, ce que c'est que le hash, ce que c'est que la cryptographie asymétrique, ce qui est l'asymétrie de l'information entre clés privées et clés publiques. Et déjà là, on en sait beaucoup plus que plus de 50% des gens. Bon, ouais, mais c'est une mutation culturelle. Dans l'univers de la gestion de patrimoine, on est loin de tout ça. Bon, voilà, on les fréquente souvent sur BFM Business. Ils viennent sur ce plateau régulièrement, l'après-midi, le matin aussi aux côtés de Cédric dans BFM Patrimoine. Ils sont très très loin de ce vocabulaire. C'est un changement culturel là, auquel vous appelez. Mais attention, il y a le ruissellement. Si les conseillers en gestion de patrimoine commencent à parler de crypto à leurs clients, on imagine que la démocratisation auprès d'une clientèle plus patrimoniale, qui a de l'argent en plus, la démocratisation ira plus loin. Donc ce sera une étape nécessaire à un moment ou à un autre. Alors, sauf si les gens vont directement sur des fonds. Ah oui. Ce qui n'est pas notre pari. Et enjambe les CGP. C'est une question de survie aussi peut-être pour les CGP d'ailleurs. Peut-être, mais en tout cas, même les CGP aujourd'hui sont très demandeurs de fonds, de solutions où ils n'ont pas besoin de se former outre mesure pour comprendre. Nous, notre pari, c'est de comprendre et de faire comprendre à nos clients. Alors que j'ai beaucoup de confrères qui disent simplement, on attend que des fonds nous permettent d'investir dans les cryptos. C'est un pari, c'est pas le nôtre. Mais en tout cas, ça peut être un pari compréhensible. Se former, c'est une façon aussi d'accroître la sécurité de son investissement en crypto? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Quand on voit des gens qui vont sur un jeton, enfin sur un token, sans avoir regardé ce qu'on appelle les tokenomics, c'est-à-dire la logique économique du jeton, comment c'est rémunéré. C'est-à-dire un jeton aujourd'hui qui rémunère 25 ou 30%, il faut savoir comment, par exemple, le rendement se fait. Il faut savoir sur quel protocole on va le retrouver, si ça a été audité, quelle est la gouvernance. Tout est possible puisqu'on a accès à toutes les informations. C'est en accès libre et c'est ça qui est extraordinaire. Comment on fait pour se former, du coup? Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, faut nous former à nous former, là. C'est très simple. Soit on va prendre des écoles qui existent et certaines commencent à émerger, Sigma ou Alira, moi que j'ai fait Alira par exemple, sont vraiment des formations institutionnelles. Et puis, il y a ce qu'on appelle le DIOR, c'est Do Your Own Research, c'est-à-dire faites vos propres recherches avant d'aller investir. Et ça, c'est vraiment la clé. Si vous devez retenir une information aujourd'hui, c'est de faire vos propres recherches avant chaque investissement. Ouais, je veux bien, mais enfin, quand on entend que 8% des Français ont investi en crypto, vous croyez que 8% des Français savent ce qui se cache et comment fonctionne chacune des cryptos? Non, j'y crois pas une seconde. Je pense que dans ce pourcentage-là, ceux qui ont fait leurs propres recherches ont peut-être fait les investissements les plus intelligents et vont peut-être pas se retrouver avec une grosse surprise un matin. Ouais, Valentin, ouais. Moi, nous, à qui le dites-vous, nous on œuvre tous les jours justement à crypto pour continuer d'expliquer les blockchains, d'expliquer les protocoles, les tokenomics et les news. Donc oui, effectivement, je sais pas la proportion sur les 8%, mais probablement ceux qui ont fait leurs recherches sont parmi les mieux lotis de ces 8%. L'odyssée de l'adoption des cryptos, ça passe par une meilleure formation et vous l'avez, Louis-Alexandre, parfaitement décrit. Faudrait peut-être même former ceux qui tentent d'arnaquer les autres. Dans l'univers des cryptos, il y a encore beaucoup d'arnaques, mais alors dans l'univers des arnaques, on a des sacrés poissons. Vous pouvez nous raconter un truc? Voilà, c'est Defizid. C'est sur un protocole de DeFi, donc de finances décentralisées. On a un hacker qui arrive et qui trouve une faille dans la pool de liquidité. Donc il construit un smart contract pour aller faire ce qu'on appelle un pré-flash, un flash loan, et avec ça, il va remplir la pool de liquidité. Il va prendre l'erreur, il va prendre 1 million quand même. Il dérobe 1 million à la plateforme. Et puis après, donc les fonds sont dans le smart contract et il fait juste une petite erreur de programmation. Il ferme son smart contract avant d'avoir retiré les fonds. Donc on a 1 million qui ont été volés, mais que personne ne peut aller récupérer. Voilà. Il aurait mieux fait de lire Cryptos, par exemple, ou de regarder d'autres chaînes YouTube, à commencer par BFM Crypto. Et les nombreux articles de Pauline en face de nous. Pauline Armandet, qui nous accompagne désormais. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Pauline Armandet, journaliste pour notre site BFM Crypto, et donc cette information sur Ledger qui, tente de prendre l'ascendant, ou en tout cas de se montrer plus actif encore pour peser sur la future réglementation européenne. Valentin Demey, journaliste pour Cryptost. Merci Valentin de nous avoir accompagnés une nouvelle fois. Louis-Alexandre de Froissart pour Montaigne Conseil et Patrimoine, associé de Montaigne Conseil et Patrimoine, un CGP cryptophile qui viendra régulièrement nous rendre visite sur BFM Business. Salut à tous les trois, bon retour.